Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de planification annuelle et de notre approche de la planification annuelle donc chez Trilab. Donc, comme vous le savez si vous suivez mes vidéos, l'objectif ici n'est pas de vous dire, de vous montrer comment faire la planification annuelle. Ok? L'objectif premier de ces vidéos-là, c'est de vous montrer notre approche, nous, chez Trilab. Qu'est-ce qui nous pousse à fonctionner de la sorte? Et en fait, vous expliquer, pousser à la réflexion pour que vous puissiez vraiment comprendre ce qui se cache derrière la planification annuelle et pourquoi nous, on fonctionne comme ça et quels sont en fait les arguments. Ok? On ne copie pas un modèle, disons, standard, générique qu'on va appliquer sur tout le monde. En fait, on a une logique de travail autour de cette planification annuelle et de la façon dont on va l'organiser. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous expliquer quelle est notre logique dans les grands traits. Je ne vais pas aller dans tous les détails, je vais vous expliquer les grandes lignes de notre système de planification annuelle et de comment on fonctionne. Ok. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la planification annuelle? Eh bien, ça va être l'organisation systématique et progressive de l'entraînement sur une période d'un an ou d'une saison. Ok. Et l'objectif de ça, c'est de maximiser notre niveau de performance sur un objectif ou une période où on va avoir plusieurs objectifs. Donc en fait, ça consiste à faire une programmation à long terme, donc d'un point de vue macro, à grande échelle, plutôt sur un an, une saison, et on va suivre une logique de progression. On va partir d'un travail plus général, et on va aller vers un travail forcément plus spécifique dans le but d'être performant sur des objectifs plus ou moins précis. Maintenant, que dit la science au sujet de la planification? Ok, on aimerait forcément tous avoir une vraie réponse, avoir des comparaisons et pouvoir en tirer des conclusions et se dire, ok, ce modèle-là fonctionne mieux qu'un autre. Mais dans le cas de la planification annuelle, et comme beaucoup d'autres choses au sujet de l'entraînement en sport d'endurance, ce n'est pas le cas et ça ne sera jamais le cas et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, en sciences du sport, c'est compliqué de conclure au sujet de la préparation annuelle. Pourquoi? Parce que déjà, les objectifs des athlètes, ils sont différents selon les distances et leur profil. Donc, une planification annuelle qui fonctionne pour un athlète va peut-être être un peu moins logique pour un autre. Ok. Dans les grandes lignes, probablement que ça va se ressembler, mais dans une optique d'individualisation, on sera peut-être moins optimal sur d'autres athlètes. Donc finalement, est-ce qu'il y a une bonne planification annuelle? On a déjà une réponse, c'est que non, ça va dépendre de plusieurs facteurs. L'autre point, c'est que la durée d'observation sur une planification annuelle, comme son nom l'indique, annuelle, elle est longue. Et c'est-à-dire faire une étude, analyser différents profils sur un an, c'est compliqué parce que ça va comporter forcément beaucoup de biais et ça va être difficile à étudier en conditions expérimentales et contrôlées. Ok. Et on va avoir plein de facteurs qui vont venir biaiser finalement notre comparaison. L'autre chose, c'est la variabilité individuelle, c'est-à-dire qu'on va avoir des réponses différentes des athlètes selon leur profil. Et finalement, on se rend bien compte aussi qu'une planification annuelle, ce n'est qu'une planification, et on sait très bien qu'au cours de cette année, on vient apporter des ajustements en fonction de la réponse de l'athlète à différents entraînements ou à différentes charges. Ok. Et l'autre chose, c'est des contraintes méthodologiques. Donc, comme je l'expliquais un peu plus haut, c'est compliqué de faire des vraies études à ce sujet-là. Non pas que. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que en sciences du sport, quand on parle de sciences du sport, pour beaucoup de gens, on va s'imaginer en fait un laboratoire où on va mesurer des choses, on va essayer de contrôler pour comprendre des choses. Bon, c'est un peu le cas, mais dans les faits, la science du sport, c'est aussi de l'analyse d'études de cas et de l'analyse à plus grande échelle. C'est-à-dire que on va avoir par exemple des études dans les sciences du sport, on va récupérer un maximum de données, ça se fait par exemple sur Strava, pour comparer l'entraînement de plusieurs marathoniens en fonction de leur chrono. Ça existe, c'est des études qui sont faites, et ça se fait assez souvent. Donc finalement, ce qu'on va avoir en sciences du sport au sujet de la planification, c'est des études de cas. On va pouvoir regarder après coup, un athlète par exemple élite, comment il a procédé, et quels résultats ça a donné, on va pouvoir décortiquer tout ça. Mais le problème, c'est que ça ne répond pas non plus à notre question, parce qu'on n'a pas cette comparaison de plusieurs styles de planification sur une même personne et son fonctionnement. Mais finalement, vous allez comprendre, est-ce qu'on a besoin de ça? Pas vraiment. Ce qu'on a besoin de comprendre, c'est euh, quels sont les piliers de la planification annuelle, quels sont les facteurs importants. Et une fois qu'on a compris ça, on est capable d'organiser une planification de manière intelligente et qui sera adaptée à chaque athlète. Donc, comment faire au mieux malgré l'absence de preuves? On y a déjà partiellement répondu. Mais déjà, la première chose, c'est de comprendre les déterminants d'une bonne planification
pour la créer et l'individualiser. Ça, c'est vraiment le premier point. Et à partir du moment où on a compris les déterminants, on va pouvoir nous construire une planification de manière intelligente. Et donc ce qu'on va faire également, c'est qu'on va observer ce qui se fait, ce qui fonctionne, et on va naturellement s'inspirer des modèles existants. Donc il y a deux points qu'on pourrait considérer comme déterminants dans une bonne planification annuelle. Ça va être la spécificité de la course, donc la demande. Ok, donc on a une course sur laquelle l'athlète doit être performant. Ok, on a des demandes d'un point de vue physiologique. Par exemple, si c'est une course de longue distance, on va devoir être performant pendant 8 à 9 heures, par exemple. Bref, on a une demande. Et nous, notre objectif, c'est que l'athlète soit performant au vu de cette demande, de cette course-là. Ok, et ça, c'est la spécificité. La deuxième chose, ça va être les facteurs limitants de l'athlète. C'est-à-dire, on va prendre une course, on va prendre une demande, et on va regarder, ok, quel est le problème, enfin, quelle est la limite de l'athlète, pourquoi il ne sera pas assez performant pour répondre à cette demande, qu'est-ce qui le bloque aujourd'hui. Et ça, c'est les facteurs limitants de l'athlète. Et donc, les deux principaux déterminants d'une bonne planification annuelle, ça va être de répondre à la demande et au profil, ok? Du moins de notre approche chez Trilab. C'est-à-dire que, comme je vous l'expliquais au début, l'idée ici n'est pas de vous dire qu'on a la méthode de planification annuelle, c'est de vous expliquer notre raisonnement et pourquoi on le fait. Ok, et de vous expliquer aussi qu'on ne copie pas un modèle préfet pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a des piliers, une façon de procéder et une façon d'individualiser. Et le but, c'est de vous expliquer comment on arrive à une planification finalement différente pour un athlète ou un autre. Quelle est notre réflexion derrière tout ça. Donc maintenant, première chose à comprendre, c'est la spécificité de la course. Quand j'entends spécificité, on va avoir plusieurs choses. On va avoir la durée. Et la durée va être en grande partie corrélée avec l'intensité de la course. Ok, plus la durée est longue, plus l'intensité va être faible. Mais ensuite, il y a d'autres points à regarder aussi. C'est est-ce qu'on est sur un effort linéaire ou non. C'est-à-dire qu'une course de vélo, par exemple, peut être un effort long et à haute intensité. C'est-à-dire qu'on va avoir un enchaînement d'efforts à haute intensité répétés. Donc on doit être fort à la fois dans l'aspect durée et dans la répétition des efforts. Le triathlon, on est sur des efforts qui sont plus linéaires que les courses de vélo, mais pas toujours. C'est-à-dire que par exemple, pour les athlètes que j'entraîne au niveau professionnel, l'entraînement va être un petit peu différent. Par exemple, pour deux athlètes qui préparent un Ironman, un professionnel et un amateur vont avoir peut-être deux approches un peu différentes. Pourquoi? Parce que chez les professionnels, on est sur des courses qui sont aujourd'hui beaucoup plus agressives, avec beaucoup plus de haute intensité, qu'un amateur qui va faire face à des efforts qui sont un petit peu plus réguliers et linéaires. Donc ici, je vous ai mis des exemples. Sur le format 140.6, donc le format Ironman, on va avoir en gros une plage d'intensité qui est entre la zone 2 et un peu de zone 3. Et plus la dette va être performant, et donc moins la course va être longue, et plus l'intensité va être élevée. Bref, ici c'est plus pour vous illustrer et comprendre finalement quelles vont être les intensités qu'on va retrouver pendant la course. Donc première chose à faire, c'est comprendre la spécificité de la course. Donc, je vais pas passer, on ne va pas revoir tous les formats de course un à un, mais typiquement sur un format 70.3 ou Ironman, on peut déterminer l'intensité à laquelle on va courir cette course. Ok, zone 3, zone 2, zone 3, bref, on va pouvoir déterminer à peu près la zone. On va pouvoir déterminer quelle est la problématique aussi de la course, c'est-à-dire la durabilité. Il faut être performant pendant 4 à 12, 13 heures. Ok, et ça correspond à la spécificité de la course. Et donc ça fait que la planification annuelle doit prendre en compte ces spécificités afin d'être prêt pour cette demande. Ok, donc ensuite, nous chez Trilab, la planification annuelle, on va la diviser principalement en deux phases. Ok, on fait des choses assez simples. On ne planifie pas comme on peut voir des fois sur les anciens modèles à la semaine, chaque cycle, chaque récupération. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que lors d'une planification annuelle, il va se passer beaucoup de choses. On ne connaît pas précisément la réponse de l'athlète, on ne connaît pas ses capacités de récupération, qu'est-ce qui va se passer, à quelle vitesse il va progresser, voilà. Donc on planifie deux grandes phases et ensuite c'est l'entraînement, ce sont les micro-cycles qui vont venir s'ajuster au fur et à mesure. Donc on a deux phases principales, qui est la phase générale, qui va globalement commencer plus ou moins vers octobre après la coupure de l'athlète et sa fin de saison, jusqu'à mars, donc avant, plus ou moins mars, avant le début de la période compétitive, où on va passer cette fois en phase spécifique. Donc comment on va répondre à ces différentes phases? On va voir ça juste après. Donc première chose, on va avoir une évolution de la charge. On va commencer par une charge relativement faible à la reprise, qui va augmenter de manière croissante. Sur certains profils, on va avoir une charge croissante, puis en période compétitive légèrement décroissante.
Ça peut être le cas quand des athlètes préparent des épreuves de courte distance, où on va favoriser au début le volume et l'entraînement plus extensif, et à l'approche des courses, on va favoriser plutôt l'aspect intensif, les intervalles VO2 max, et pour pouvoir bien réaliser ces séances, on va devoir baisser un petit peu le volume, la charge d'entraînement, pour être certain de bien réussir à valider nos séances à haute intensité. Mais dans le cas du longue distance, on va avoir une charge croissante jusqu'aux premières courses, et ensuite on va avoir un enchaînement de phases de récupération et de recharge entre les courses. Première chose, la charge. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on commence toujours par l'objectif. On détermine la phase spécifique selon la demande donc, de notre objectif. Et ensuite, on va déterminer la phase générale. Dans un second temps, on va en parler. Donc là, je vous ai mis un exemple, une préparation 70.3. On sait que la spécificité du 70.3 pour un athlète, on va dire avancé, qui réalise 4h30 sur la distance, ça va être de la zone 3. Ok, zone 3, peut-être un peu de zone 4 si la course est un peu vallonnée, mais bref, ça va être principalement de la zone 3. Donc, notre modèle d'entraînement dans la phase spécifique, ça va être bien sûr toujours une majorité d'entraînement à basse intensité, ok, pour répondre à la logique de l'entraînement en sport d'endurance et l'équilibre. Ensuite, on va avoir 15 à 30% des entraînements à intensité spécifique. Quand j'entends spécifique, j'entends plus ou moins 10%. C'est-à-dire que pour un athlète qui prépare du 70.3, faire des entraînements au seuil 2, au sweet spot, bref, un peu au-dessus ou un peu en dessous son intensité 70.3, donc mettons au premier seuil, au second seuil, ça reste spécifique. Okay, on est sur des intensités qui sont relativement proches. En course à pied, on va être sur une mécanique, une biomécanique de course qui est très similaire à l'intensité spécifique. Bref, c'est pas forcément travailler exactement à l'intensité cible, c'est travailler autour de notre spécificité. Et ensuite, on va potentiellement garder 5% d'entraînement à haute intensité pour continuer à créer des adaptations assez puissantes. Et voilà, ça va dépendre du profil, mais on va pouvoir le garder. Donc on comprend bien qu'en phase spécifique, on va avoir un entraînement relativement spécifique pour répondre à la demande de la course. Ok. Et cette durée de phase spécifique, elle va dépendre à la fois de la durée de la saison de l'athlète, mais aussi de son profil. C'est-à-dire que nous, chez Trilab, on va ajuster la durée de cette phase selon le profil de l'athlète. Quand il est débutant, par exemple, ça nous arrive de prolonger un peu plus les phases générales, puisque c'est là où on va créer le plus de progrès, mais là n'est pas vraiment le sujet, là c'est un peu plus complexe. L'idée ici, c'est de voir la planification dans les grandes lignes. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire en phase générale? Donc, je vous ai dit un peu plus tôt que la planification annuelle, elle dépendait de deux grands déterminants, qui étaient la demande de la course, la spécificité, et le profil de l'athlète, ses facteurs limitants, ses besoins. Donc en phase générale, nous ce qu'on va faire chez Trilab, c'est qu'on va prendre un athlète. On va regarder quelles sont ses limites. Je vous donne un exemple, si l'athlète il veut faire moins de 9 heures sur Ironman, on regarde un peu ses intensités critiques, où est-ce qu'il en est en termes de performance, et on va pouvoir lui dire, on va pouvoir analyser ses objectifs et lui dire, ok, pour faire moins de 9 heures sur Ironman, tu vas devoir atteindre tant de vitesse critique en natation, tant de puissance critique à vélo, tant de vitesse critique en course à pied. Ce sont des prérequis. Ça ne garantit pas de réussir l'objectif, mais ce sont des premiers prérequis. Et nous, on va regarder, ok, selon cet objectif-là, où est-ce qu'il en est et qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre son objectif. Si, par exemple, il a déjà ses intensités critiques, il a déjà ses marqueurs qui font que théoriquement, il a les capacités pour faire moins de 9 heures sur Ironman, mais peut-être que ce qui lui manque, c'est la durabilité. Et bien, dans la phase générale, on va certes faire du travail à haute intensité, mais on va mettre quand même l'accent sur la durabilité. Donc peut-être que lui, en phase générale, il va faire pas mal de sorties longues, pas mal de 2 heures en course à pied, pas mal de sorties de 4-5 heures en cyclisme, parce que c'est son facteur limitant. Okay, et à l'inverse, si on a un athlète qui, par exemple, il lui manque 10% de puissance critique pour rouler à 250 watts sur Ironman, qui l'amènerait à faire potentiellement moins de 9 heures, en combinant ça avec ses capacités en course à pied. Bref, admettons, il lui manque simplement des capacités à haute intensité. Il est pour l'instant pas assez rapide et pas assez puissant à vélo pour être capable dans un second temps de faire moins de 9 heures. Alors dans ce cas-là, on va travailler là-dessus. Et nous, notre objectif, ça va être d'élever ses niveaux d'intensité critique dans les trois sports. Donc par exemple, si il veut rouler à 260 watts sur Ironman pendant 4h35, 4h40, on sait que globalement, en puissance critique, le prérequis, ça va être d'atteindre à peu près 345 watts de puissance critique. S'il a 320, en fait, on va lui dire, OK, pour ton objectif, il faut qu'on gagne 20 watts. Donc, on va travailler sur ça. Donc, finalement, pendant cette phase générale, on va garder ce truc de 70 à 80% des entraînements à basse intensité. Et le reste, eh ben, ça va être dépendant des facteurs limitants de l'athlète. Et ces facteurs limitants, ça peut être le profil, mais ça peut être aussi plein d'autres choses.
admettons si on a un athlète qui se blesse souvent en course à pied, eh bien peut-être que ce facteur limitant, ça sera d'améliorer sa capacité à soutenir de la charge en course à pied. Si son gros point faible, c'est qu'en natation, il dépense beaucoup d'énergie, il n'est pas du tout efficient, et ben ça va peut-être être de remanier complètement la technique et de faire un réel travail autour de la natation. Bref, ça peut être plein de choses, mais donc cette phase générale-là, elle va dépendre des facteurs limitants de l'athlète. Et donc, pour nous, chez Trilab, ça ne fait aucun sens en fait, de raisonner bon, un petit peu comme on pouvait le faire à l'ancienne, où en fait, on pouvait dire que voilà, la phase générale, l'entraînement hivernal, c'était beaucoup de basse intensité, comme on disait à l'époque, rouler petits plateaux. Hein. Bon, ça fait pas trop sens, mais bref. On comprend bien qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de bonne et de mauvaise choses en phase générale. Ça va dépendre finalement des besoins de l'athlète, de son profil, de ses facteurs limitants. Donc là, je vous donne un exemple de facteur limitant. Je vais vous donner deux profils qui peuvent réellement exister. Alors là, je les ai modélisés pour vous expliquer, mais c'est des profils que nous, c'est une des premières choses qu'on va faire chez Trilab. C'est-à-dire que quand on commence avec un athlète, si par exemple il est en phase de reprise, on va faire la reprise et on va placer des tests. Et à l'aide de ces tests-là, on va pouvoir déterminer des profils et comprendre quelle est la limite. Ici, je vous ai mis deux exemples. On a deux athlètes qui réalisent tous deux sur 5 minutes 450 watts. On a un athlète qui sur 20 minutes est capable de tenir 390 watts. Ok. On a un autre athlète qui sur 20 minutes est capable de tenir 342. Ça fait qu'on a un athlète qui a un profil puissant et un athlète qui a un profil plutôt très endurant. Et donc les leviers de progression en phase hivernale vont être un petit peu différents pour ces deux athlètes-là. Par exemple, l'athlète qui est ici, qui a un profil déjà très endurant, et ben, si on continue à faire beaucoup d'entraînements extensifs, eh bien peut-être qu'on va passer à côté de potentiellement enfin, à côté d'une certaine progression. Alors il y a des exceptions, hein. Par exemple chez les athlètes très entraînés, ils vont avoir un profil très endurant, mais on ne va pas non plus pouvoir gagner encore 20 watts. Mais on va quand même déterminer nos axes de travail grâce à ça. Moi, quand j'ai un athlète qui a un profil très endurant comme ça, bah, naturellement l'hiver, je vais lui faire un petit peu plus de travail de VO2 max, un peu plus d'intervalles à haute intensité. Parce que naturellement, on va débloquer un peu des leviers de cette façon. Et à l'inverse, le profil qui est très bon sur 5 minutes, mais qui, dès 20 minutes, commence déjà à beaucoup perdre, eh ben, il a plus de besoins extensifs. Donc lui, il a peut-être, comme je le disais juste avant, des sorties de 2 heures en course à pied, un peu plus de sorties longues à vélo, plus de travail autour du sweet spot, du second seuil, du premier seuil, bref, un entraînement plus extensif. Tandis que l'autre qui est déjà endurant, eh ben, peut-être que l'hiver, ça va être un entraînement très polarisé, de la basse intensité et des intervalles à haute intensité. Ça ne sera jamais extrême dans un sens comme dans l'autre, mais on va pouvoir orienter notre entraînement en fonction de ça. Et donc, les autres facteurs limitants qu'on va pouvoir retrouver, ça peut être par exemple un gros déficit sur un sport. Je vous ai parlé de la natation, ben, ça peut être développer nos capacités en natation. Ça peut être un manque de tolérance au volume, par exemple en course à pied, et donc ça peut être simplement le facteur limitant, repartir à 20 km par semaine, puis remonter de 2-3 km toutes les semaines pour arriver à 50 sans blessure avant de remettre progressivement l'intensité. Ça peut être simplement ça, ça peut être travailler sur les capacités de récupération, mieux dormir, mieux gérer la charge, ça peut être gérer certaines blessures via du travail de mobilité, pourquoi pas du renforcement, bref, ça peut être plein de choses. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, la planification annuelle, nous chez Trilab, ça va être travailler l'hiver selon le profil de l'athlète, ses facteurs limitants, ses besoins, et à l'approche des courses, travailler selon les besoins de la course, la demande, afin d'être performant sur la course. Ok. C'est aussi simple que ça, mais ce ne sont que des grandes lignes, et la vraie difficulté, c'est pas ça, c'est de programmer ensuite, semaine par semaine, trouver les bons leviers, les bonnes séances, les bons cycles qui vont faire qu'on va débloquer les facteurs limitants, s'améliorer finalement sur la demande de la course. Ensuite, il existe d'autres possibilités, ok, d'autres modèles qui vont fonctionner. On a le modèle de la semaine type, où finalement, on va répéter annuellement des entraînements à basse intensité, des entraînements spécifiques et des entraînements qui ciblent les facteurs limitants. Ok. Ça peut bien fonctionner pour des athlètes qui ont un profil mixte, ni très endurant, ni très puissant, et qui veulent un modèle très simple. Et ça fonctionne très bien, hein. C'est-à-dire que si ça correspond bien à votre profil et que vous le faites bien, que vous respectez les grands principes de l'entraînement, en ayant un modèle aussi simple que ça, vous allez potentiellement avoir tout autant de progrès et de retours qu'avec un modèle plus complexe, comme je vous ai montré juste avant. On a aussi les modèles ondulatoires, où on va faire des cycles par thématique. Un cycle de 4 semaines VO2 max, un cycle de 4 semaines plus extensif, spécifique, et on va le répéter. Okay. Mais la seule problématique, c'est qu'on va être limité en fonction des profils. C'est-à-dire que vu que c'est moins individualisé, si on a un profil
un peu plus endurant, un peu plus puissant, ou qu'on est plus avancé dans l'entraînement, qu'on a certains leviers à activer, on va être un peu plus limité sur ces modèles-là, mais ce sont des modèles qui vont quand même fonctionner et qui, s'ils sont bien faits, vont être extrêmement efficaces, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc pour conclure, il n'existe pas de modèle type ni idéal, ok? Comme souvent sur mes vidéos, en fait, vous ne sortirez jamais de ces vidéos-là en vous disant, ok, il faut exactement que je fasse ça, que je fasse cette séance ou ce modèle. Non, parce que, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans ces vidéos-là, c'est de vous pousser un peu à la réflexion, de comprendre les différents piliers de l'entraînement. Et une fois que vous les avez bien compris, là, vous pouvez faire de bons choix au sein de vos entraînements, ok? Et finalement, vouloir copier, c'est jamais une bonne chose. Parce que en sport d'endurance, il y a plein de choses qui rentrent dans l'équation afin d'être performant, de progresser à long terme. Ok. Donc en comprenant vraiment les piliers et les bases de la planification, vous allez pouvoir commencer à bien réfléchir et réfléchir du coup aux choses qui sont réellement importantes. Ok. Donc voilà. Donc il faut prendre en considération la spécificité de la course, les facteurs limitants et donc les leviers propres à l'athlète. La planification annuelle, c'est oui des principes, mais c'est aussi de l'individualisation et de la réponse aux besoins de l'athlète et de la discipline. Donc voilà. Voilà comment est notre réflexion autour de la planification chez Trilab. Donc en fait, on comprend bien que nous, on n'a pas un modèle de planification, mais on a une logique de réflexion et une logique d'action en fait en fonction des résultats qu'on va obtenir sur les différents tests, sur nos discussions avec l'athlète, donc sur leur profil de manière générale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu au sujet de la planification annuelle, même si vous n'en sortirez pas avec une réponse bien précise, ce qui sera rarement le cas sur mes vidéos. Ça vous aura permis de comprendre peut-être, voilà, si vous ne maîtrisez pas encore ce sujet, des choses importantes au sujet de la planification annuelle. Merci à vous d'avoir été jusqu'au bout et à bientôt pour une nouvelle vidéo.